Intoleranz. Ich habe mir ein Ziel gesteckt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Honneur et patrie. L'armée américaine prépare sa riposte. L'heure est à l'union sacrée contre Oussama Ben Laden, l'ennemi public numéro 1. Une véritable croisade pour George W. Bush. Ils ont couru dans les collines, ils ont creusé des trous pour se cacher, mais on va les enfumer, on va les sortir de leur tanière, nous aurons leur peau. Quand j'étais petit, je me souviens des tracts qu'on affichait partout dans l'Ouest. Des tracts qui disaient « Recherchez mort ou vif ». Ce sera un combat monumental entre le bien et le mal. C'est une guerre d'un genre nouveau, dit-il. Une guerre, je n'ai aucun doute là-dessus, que nous allons gagner. Mais cela ne sera pas sans peine, et cette victoire aura un prix. Nous avons là-bas des gars d'un courage incroyable. Et nous gagnerons cette guerre contre la terreur, pas de doute là-dessus. Nous ne connaîtrons pas de repos tant que le danger pour l'Amérique et la civilisation n'aura pas disparu. Nous poursuivrons les terroristes partout. À l'aéroport s'ils sont à l'aéroport. Et excusez-moi, s'ils sont aux toilettes, on ira les buter dans les chiottes. Peace pour tout le monde. Peace. In the world. Il y a tout lieu de croire que les théâtres d'opération sur lesquels nos forces sont déployées continueront de nous solliciter. D'autres, hélas, pourraient s'ouvrir. Se tenir prêt à toute éventualité est au cœur du métier de soldat que vous avez choisi. Je n'ai pas participé très longtemps à ces guerres en ex-Yougoslavie, mais assez quand même pour voir qu'il n'y avait pas de haine entre moi et l'ennemi. Le genre d'opération militaire qu'on faisait, par exemple, c'était d'exécuter l'ordre de prendre un village, et eux, ils avaient l'ordre de le défendre. Je ne suis pas allé là-bas avec l'intention de tuer des gens, à cause de je ne sais quelle haine. Toutes ces guerres ont été provoquées, c'est un coup monté. Moi je vois ça comme une sorte de business que les dirigeants politiques d'ici ont supervisé en faisant monter la mayonnaise. Bien sûr, il y a aussi la responsabilité des grandes puissances qui sont venues officiellement pour nous aider, mais qui ont fait strictement l'inverse. Quand je regarde encore aujourd'hui autour de moi, tous mes voisins sont croates et musulmans. Nous n'avons aucun problème. Pourquoi aurais-je de la haine envers un croate ou un musulman de Bosnie? Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance historique de la bêtise humaine. Une partie de ce qui s'est passé aux Balkans, c'est le résultat d'improvisation idiotique des pays de l'Ouest.
de l'irresponsabilité des élites ethniques dans les diverses régions de la Yougoslavie et l'effondrement du pouvoir politique, démocratique, étatique dans tout le monde. Alors tous ces éléments ont vraiment contribué ensemble à l'effondrement de la Yougoslavie contre la volonté de la plupart des peuples concernés. Parce que comme quelqu'un qui a travaillé sur l'histoire des nationalismes est-européens, je sais très bien que l'idéologie nationaliste la plus efficace, la plus effective, la plus puissante des peuples slaves du Sud, c'était le yougoslavisme. L'Irdenta serbe et croate était pour la réunification, comme dans l'Italie du 19e. Alors, un nationalisme, un ethnicisme séparatiste n'a pas un passé. On a parlé dans l'Occident sur des hostilités ancestrales. Ces hostilités ancestrales n'existent pas, purement et simplement. Le nationalisme moderne, serbe, croate, slovène, etc., c'était la création d'une grande confédération yougoslave. En 1977-78, je me rendais chez Franz Josef Strauss, qui était le ministre résident de Bavière, qui est un personnage très impressionnant, truculent, très intelligent, très brillant, et qui m'accordait son amitié. Et nous allions à des réunions qu'il organisait dans une petite ferme qu'il avait aux environs de Munich, et au cours de réunions auxquelles il convoquait un certain nombre de personnes étrangères à l'Allemagne pour discuter des affaires du monde. Il y avait là, par exemple, un Britannique qui s'appelait Brian Krausier, qui doit vivre encore. Il y avait un Espagnol, un ministre espagnol qui s'appelait Sanchez Beya. Et il y avait un représentant de l'Opus Dei du Vatican. Et moi, je représentais, si je puis dire, la France, enfin, j'allais à titre français. Et au cours de ces réunions, nous discutions de la situation du monde, donc, je me rappelle très bien Strauss me disant, nous parlant de la Yougoslavie, et nous disant en 77 que cet État n'était pas viable. Autrement dit, 3 ans avant la mort de Tito, en Allemagne, l'idée était sous-jacente qu'il faudrait régler le problème yougoslave à la mort de Tito. Car le problème, la Yougoslavie n'étant pas fiable, entre guillemets, étant une création du traité de Versailles, et tous les efforts de l'Allemagne, je le comprends, si j'étais allemand j'aurais la même idée, étaient de détruire ce qui restait d'un traité si humiliant pour eux. Par conséquent, de détruire les séquelles du traité de Versailles, à savoir la Yougoslavie que nous avions créée et la Tchécoslovaquie, créée en même temps, qui est la Slovaquie d'un côté et la Tchéquie de l'autre. Alors, il est clair que depuis 1989, on est entré dans une phase décisive de ce qui était perçu par les diplomates français et évidemment par d'autres, comme la remise en cause du statu quo de 1945. Il y a un très très beau texte d'un de nos diplomates, pour lequel j'ai beaucoup d'estime, parce que je trouve que c'est un excellent analyste, qui s'appelle Armand Bérard, qui est d'autant plus intéressant qu'il a une expérience à la fois allemande et américaine. Il y a un très beau texte de 1952. C'est une période où Armand Bérard, qui a été attaché d'ambassade de 1945 à 1949 à Washington, et qui est le second de François Poncet, le délégué à nouveau du comité des forges en Allemagne depuis 1949, c'est un moment, donc, c'est un texte où il dit la chose suivante. Il dit « Les Allemands sont maintenant en mesure de réaliser ce que les Allemands... les Américains sont en mesure de réaliser ce que les Allemands pensaient impossible, c'est-à-dire non seulement abolir les résultats de 1945, mais aller très au-delà, c'est-à-dire mettre en réalisation les buts de guerre allemands antérieurs, c'est-à-dire d'une part la conquête de l'Europe centrale et orientale,
et même la menace directe contre la Russie. Lorsque Tito est arrivé au pouvoir, notre vie s'est améliorée. Dieu merci. Bien sûr, on devait travailler dur la terre, mais on arrivait à en vivre. Les récoltes étaient suffisantes. C'était de bonnes années pour nous. Mais maintenant qu'ils nous ont bombardés, tout a changé. Les récoltes ne sont pas bonnes. Fini le maïs et le blé car la terre est contaminée. Nous ne sommes pas des historiens pour t'expliquer tous les détails, te dire si ça s'est passé en telle ou telle année. En tout cas, l'histoire se répète. Lui, il a été davantage à l'école que moi. Ici, on a connu la Première, puis la Deuxième Guerre mondiale, et on a vu qu'à chaque fois, l'Allemagne était dans le coup. À chaque fois, c'était pareil. Sauf qu'en ce moment, c'est un peu différent. Ils ne sortent plus les armes, ils font la guerre économique. D'abord, ils ont affaibli économiquement la population et maintenant, ils la font chanter avec des pressions et des promesses. Cette terre est à nous. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent chez eux, mais ici, nous sommes chez nous. Il faut que vous compreniez quelque chose. Cette région est très convoitée car elle se trouve sur l'axe de passage entre l'Europe occidentale et orientale. C'est pour cette raison qu'ils ne nous laisseront jamais en paix. Il faudrait que les populations s'unissent, sinon on ne connaîtra jamais la paix. C'est clair qu'il y a un appétit de l'Occident pour la Yougoslavie, car c'est le pivot de l'Europe. Il suffit de voir comment ils ont tout fait pour casser la Yougoslavie forte de Tito. Et quand ils y sont parvenus, ils ont eu besoin de Milošević, Tudjman et Izetbegović pour lancer la guerre. Il ne faut pas oublier que ce sont les États-Unis qui ont installé Milošević au pouvoir. Dans les Balkans, on a testé d'une certaine manière, on a testé la stratégie qu'on a développée partout dans le monde et qu'on continue à développer et dans le Proche-Orient et dans le Caucase et maintenant avec la Russie avec l'Ukraine. C'est-à-dire une sorte de déstabilisation des différentes régions du monde afin d'aboutir à la domination américaine qui est la stratégie principale, l'établissement de cette domination, la stratégie principale est l'arrière-plan de tout ce qui se passe dans le monde depuis la fin de la guerre froide. La chose essentielle, à mon avis, à comprendre si on veut analyser quoi que ce soit qui se passe politiquement dans le monde aujourd'hui, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après la guerre froide. C'est-à-dire les choses les plus banales, comme tout le monde le sait, comme tout le monde le dit partout. Après la guerre froide, il restait une seule puissance mondiale, et comme on le dit aussi partout, on dit que cette puissance, c'est-à-dire les États-Unis, ont une domination comme peut-être aucun pouvoir de toute l'histoire ne l'a eu. En 89, et puis après toute la période Yeltsin, c'est une période de dislocation complète de ce qu'a été l'URSS
et de toute puissance russe. Il faut attendre Poutine pour que la Russie commence à se reconstituer. Bon, ce dont on l'accuse d'installer une dictature, etc., bon, c'est simplement, il retrouve les moyens de sa puissance, et c'est ça qu'on lui reproche. Hein. La Russie, au cours des 4 dernières années, a doublé son budget militaire et est en train de reconstituer progressivement sa puissance. Mais enfin, ils viennent de très loin, ils ont encore beaucoup de chemin à faire. Ils reviennent juste sur la scène internationale. Pendant ce temps, les États-Unis ont grignoté toute une partie de l'espace post-soviétique, continuent à le grignoter aujourd'hui, avec des révolutions faites devant les caméras, mais sans consistance populaire, contrairement à l'image qu'on en donne ici en Géorgie, puis en Ukraine. Et les réveils vont être très douloureux de ces choses-là. Déjà en Géorgie, les gens ils constatent 1 an après que ils ont renversé Shevardnadze parce que celui-ci ne résolvait pas un certain nombre de problèmes. 1 an après, rien n'est résolu des problèmes pour lesquels on l'a mis dehors. Et la seule chose qu'on a gagné dans ce changement, c'est d'être gouverné depuis l'étranger. Bon. Dans le cas de l'Ukraine, on va probablement voir la même chose, sauf qu'en plus, dans le cas de l'Ukraine, les populations, au moins de Crimée, et probablement de la région également minière de l'Ukraine, n'accepteront pas de tomber dans l'orbite des États-Unis. En Géorgie, il y a eu Kmara qui signifie assez. Et en Ukraine, il y a Pora qui signifie il est temps. Pora est un mouvement de jeunes contestataires. Ils ont été les premiers à descendre dans les rues et à installer leurs tentes au centre de Kiev pour dénoncer les fraudes électorales. Le mouvement a ensuite pris de l'ampleur. Les partisans de l'opposition les ont rejoints. Un raz-de-marée orange qui s'était soldé par l'annulation du second tour. Mais la spontanéité de cette révolution orange est contestée. La Russie accuse l'Occident d'avoir soutenu et financé le camp de Yushchenko. D'où la polémique qui touche aussi le mouvement Pora. Reportage de nos envoyés spéciaux à Kiev, Claire Stéphan, Cécile Tullier et Hervé Thierry. Basé dans un squat du centre de Kiev, Pora affirme compter 300 000 sympathisants dans le pays, dont un noyau dur de 300 jeunes. Le mouvement a été créé il y a 1 an, juste après la révolution des roses en Géorgie. Les activistes géorgiens de Kmara et le mouvement frère serbe Otpor, qui a contribué à la chute de Milošević en 2000, sont alors venus leur prêter main forte. De sources officielles américaines, en 2004, les États-Unis ont attribué 34 millions de dollars à différents projets démocratiques à travers le monde. Freedom House s'est installé à Kiev il y a déjà 10 ans. Implantée dans tous les ex-pays soviétiques, l'organisation propose une aide financière et logistique aux structures démocratiques émergentes. Le monitoring d'élections demande des sommes considérables. Je crois qu'entre Freedom House et la fondation de l'Institut national démocratique, cela s'élève à environ 5 millions de dollars. En visite en Turquie, Vladimir Poutine, le président russe, a commenté la situation en Ukraine. Il dénonce l'intervention de l'Occident. Il met en garde contre, je cite, des donneurs de leçons au casque colonial qui veulent diviser le pays et qui sont prêts à punir les opposants avec des missiles et des bombes, comme à Belgrade. Une allusion au bombardement de l'OTAN en 1999. Prenez l'exemple de ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Là, on a renversé un régime qui était mauvais. On a imposé ce qu'on appelle l'homme des Américains. Il s'agit sans aucun doute d'une sorte de coup d'État, de nouveau annoncé depuis des années. Dans les écrits des stratèges américains, notamment Brzezinski, qui était le maître à penser de Madeleine Albright et de l'administration démocrate avant l'arrivée de Bush, c'est annoncé d'une manière très claire que nous sommes obligés de prendre l'Ukraine et que ça doit se passer, même il le dit, doit se passer avant 2010. C'est tout juste après l'an 2000, c'est profiter de la faiblesse russe et on est obligé de prendre l'Ukraine et la Biélorussie et l'occuper par l'OTAN. C'est annoncé il y a 10 ans, ça se prépare depuis 10 ans. Tous les gens qui suivaient depuis des années ce qui se passe en Ukraine savaient que ça se prépare. Alors pour les États-Unis, c'est une fuite en avant. Il faut vraiment qu'il y ait un événement en chasse un autre, même s'ils ont un programme sur la vingtaine d'années devant eux, puisque de manière
quasi clinique. Ils ont écrit comment, là, dans les 4 années à venir, ils allaient démocratiser la Russie, c'est-à-dire en prendre le contrôle. Et comment, lorsqu'ils auraient à la fois pris le contrôle des hydrocarbures du Golfe et des hydrocarbures de la Russie, alors ils se retourneraient contre la Chine, qu'ils attaqueraient en 2017. C'est extrêmement précis dans leur littérature. Pourquoi 2017 ? Ça s'est jamais expliqué, mais enfin bon, ils ont un programme comme ça qui doit se dérouler. À mon avis, la Chine, la Russie hésite. Actuellement, par exemple, il y a des longues négociations pour installer des oléoducs et des gazoducs partant de la Caspienne ou partant du nord de la Sibérie pour aller ravitailler la Chine. Les États-Unis négocient l'interruption de ces approvisionnements et on en discute, c'est un moyen de chantage habituel. Tu me laisses tranquille en Tchétchénie, tu ne pousses pas tes avantages en Géorgie et je ne ravitaille pas la Chine. Si tu ne le fais pas, alors je ravitaille la Chine et je l'avantage à tes détriments. Au fond, c'est un peu ce jeu qui doit se jouer dans les chancelleries entre les États-Unis et le Kremlin. Il est impossible de nier l'évidence. Nous n'avons pas compris la complexité et le danger des processus qui se déroulaient dans notre propre pays et dans le monde dans son ensemble. On ne peut nier l'évidence. Nous avons affaire non à des actions divisées et à des terroristes isolés. Nous avons affaire à une intervention de terrorisme international contre la Russie. Ce qui est le plus frappant, c'est que personne n'a la même appréhension des événements de départ. Si on parle par exemple de l'attentat de Beslan dans la Fédération de Russie, eh bien, selon le pays où vous êtes, vous avez une relation complètement différente de cet événement. Si vous êtes en Europe, pour vous, l'attentat de Beslan, ce sont des indépendantistes tchétchènes liés au djihadisme mondial qui ont attaqué la Russie à cause de la Tchétchénie. Mais si vous êtes en Russie, vous pensez que ce ne sont pas des Tchétchènes qui ont fait ça, que ça n'a rien à voir avec le djihadisme mondial, et vous êtes persuadé que c'est une opération secrète organisée par la CIA et le MI6. Et c'est ce que vous racontent tous les dirigeants russes aujourd'hui. Donc, s'il y a une telle différence dans l'appréhension des événements, il ne risque pas d'y avoir une convergence sur l'interprétation de la période. Pourtant, il va bien se passer quelque chose. La conjoncture actuelle devrait inciter ceux qui ricanent sans cesse de la faiblesse de la Russie à manifester plus de prudence. On fera observer que la Russie a pris une déculottée considérable entre 1914 et 1917. Certes, elle a quand même changé le cours du monde. Et elle n'a pas pris une déculottée en 1945. Donc il faut se méfier de la thèse de la Russie faible. La Russie est un pays qui n'entrera pas spontanément en guerre. Mais c'est un pays qui, si on franchit les bornes, et on est en train de franchir les bornes, avec l'affaire ukrainienne, les bornes sont sérieusement franchies. Bon, les frontières actuelles de la Russie ne sont pas encore violées. Je pense que les personnalités bien informées se doutent que si on franchit les frontières de la Russie, on entre dans une des phases de l'affrontement général. Ceci étant, l'affrontement général se déclenchera peut-être pour autre chose. Hein. C'est très possible. Mais qu'on m'explique aujourd'hui, que quelqu'un vienne me démontrer, je pense que c'est la seule question, parce qu'on n'est pas là pour jouer les Cassandres, hein, que quelqu'un vienne me démontrer qu'il y a aujourd'hui une raison pour qu'il n'y ait pas de guerre générale en Europe. Je n'en vois aucune. Je pense qu'il y a des raisons pour qu'il y ait une guerre générale en Europe, à laquelle les États-Unis participeront comme ils ont participé. C'est-à-dire en se retirant d'abord. On voit bien ce qui leur arrive d'ailleurs quand ils collent leur armée quelque part. Hein. Et en arrivant ensuite au moment de la répartition des futures zones d'influence, parce que
leurs moyens financiers les auraient aidés à jouer un rôle déterminant dans cette future guerre. Mais maintenant, je ne peux pas vous dire si elle va commencer aux frontières de l'Allemagne, si elle va commencer quand on va attaquer la Russie. Je pense que, toutes choses égales d'ailleurs, un troisième conflit mondial a des chances de se produire, et qu'il a des chances de se produire en frappant le sol européen. Et vous pouvez être entraîné très facilement dans un conflit que personne en abstrait ne veut. C'est-à-dire entre, par exemple, la Russie et l'Europe et les États-Unis. Peu à peu, presque par inertie, on peut se trouver dans la situation qui peut dégénérer très facilement dans un conflit terrible. Tout simplement par volonté en disant « je suis assez intelligent, je pense que je sais jusqu'où je peux aller ». Enfin, d'abord jusqu'à la Pologne, d'abord jusqu'à les pays baltes, puis jusqu'à l'Ukraine, puis demain jusqu'à Moscou finalement. Vous savez, peu à peu parce que les Russes sont faibles. Puis à un moment donné, vous pouvez avoir les bombes. Et puis chercher à qui la faute. Je veux dire, il y a, je veux dire, dans cette politique occidentale depuis la fin de la guerre froide, il y a ce que déjà a été évoqué partout dans les analyses, ce fameux hubris grec, c'est-à-dire on dépasse facilement des limites. On se croit trop fort et on croit que tout le monde est très faible. Et on croit que vraiment on peut aller très 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 loin, sans aucun risque. Et ça, on sait que ce sont les situations qui dégénèrent facilement dans les guerres. De nous, comme dans la vie privée, je veux dire, il y a les gens qui sont très forts physiquement et qui croient qu'ils sont capables d'aller très 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 loin. Puis il y a un moment donné où les autres ne veulent pas supporter ça, même si c'est irrationnel. Et ils peuvent entrer dans les révoltes irrationnelles parce qu'ils refusent de reculer. J'ai commencé à fabriquer ces bateaux à cause d'une blessure que j'ai eue à la colonne vertébrale. C'était un combat pour survivre. Je devais trouver une manière de m'occuper car j'avais peur de devenir paralysé. J'ai commencé à faire ces miniatures pour m'évader et faire comprendre aux gens qu'il y avait autre chose que la guerre. Je les montrais de plus en plus pour pousser chacun à s'occuper de choses plus belles, avoir des pensées positives et créer, afin d'échapper à ces guerres qui nous entouraient. En Yougoslavie, on a vécu la Première puis la Deuxième Guerre mondiale, et désormais c'est une sorte de Troisième Guerre mondiale qui a débuté. Tout le monde y a participé, les pays de l'OTAN, de l'ex-Yougoslavie et les autres. Que nous soyons dirigés par Milosevic, Kostunica ou un autre ne fait pas de différence. Le problème, c'est que notre peuple aime fabriquer des chefs et les suivre. Le jour où nous comprendrons que nous sommes les décideurs et la cause de tout, le jour où nous commencerons à penser positivement, alors il n'y aura plus de guerre. Mais peut-être que le reste du monde s'opposera à cela car ces guerres ont pour nécessité d'éliminer le surplus de population. Le progrès a été considérable. On constate que beaucoup de gens sont saturés. Par exemple, les étrangers qui viennent ici sur le Danube et prennent un bateau pour aller pêcher dans la verdure, ils cherchent la nature parce qu'ils ne savent plus quoi chercher. Il n'y a plus rien qui les motive. Tous les bateaux de croisière qui viennent chez nous, en Roumanie ou en Bulgarie, cherchent des espaces, entre guillemets, encore préservés de la main de l'homme. Les gens veulent revenir à la nature parce qu'ils sont saturés. Pourtant, tout est à notre disposition. Que demander de plus? Nous sommes en train de tout subordonner au progrès, et ce n'est pas bien du tout.
Dans un des sketchs, je dis, mais où est le responsable? Je cherche toujours un homme qui cherche le responsable. Mais il n'y a pas de responsable. Nous sommes responsables chacun de nos propres existences. Nous avons la responsabilité d'amener à terme ce projet qui est de mourir d'une mort naturelle. Cette carcasse que nous qu'on trimballe. Alors après, qui sera il faut un président. Ça, c'est des vieilles structures politiques. Normalement, il y a une assemblée, ça devrait suffire. Une assemblée, il n'y a pas besoin d'un père de la nation. Alors un roi, bon, déjà c'est terminé ça, heureusement. Enfin, c'est plus ou moins la même chose. Chirac se comporte comme un monarque. Bon, Mohamed VI, bon, alors lui carrément, il doit y s'y croire. Surtout maintenant, je crois qu'il est le fils du prophète et tout. Donc on est encore dans un truc, dans le b.a.-ba je dis pas que chacun croit, je veux pas avoir non plus les Marocains sur le dos maintenant. Mais la notion de monarchie, c'est quand même un truc incroyable. Ça prouve bien que les gens, à un moment donné, ont eu besoin d'un représentant, un leader. Moi, si j'étais leader, j'expliquerais que c'est terminé. C'est pour libérer les gens de ce système de pensée. Si un jour j'étais leader, je dis voilà, ne m'écoutez plus jamais. Et n'écoutez plus jamais personne. Soyez vous-même. Surtout, n'oubliez pas que d'une certaine manière, pas de la manière dont on le dit en public, mais d'une certaine manière, nous vivons en démocratie. C'est-à-dire, les gens qui sont au pouvoir nous représentent. Hein, d'une certaine manière, ils sont comme nous. Et il est fort probable qu'ils ne sont pas plus mauvais que nous. Alors, je veux dire, en les critiquant, il ne faudrait pas oublier que probablement tout ce qu'on dit d'eux est valable pour nous aussi. Il n'empêche, reste vrai, ce que vous dites, c'est que nous vivons une époque d'une grande manipulation. Nous vivons une époque impériale, hein, ouvertement impériale, c'est-à-dire les conquêtes des peuples, etc., qui sous-entend nécessairement des guerres, comme la guerre en Irak, et peut-être, si la situation échappe au contrôle, comme ça arrive le plus souvent dans l'histoire, échappe au contrôle des dirigeants des pays puissants, on peut se précipiter dans une guerre terrible, enfin la troisième et la dernière guerre, pour ainsi dire, mondiale, à cause des armes qu'on possède. Depuis 70, si vous voulez, 1870, donc plus d'un siècle et demi, en Europe, nous avons été constamment en guerre, à l'initiative de l'Allemagne d'ailleurs, la guerre de 70, puis la guerre de 14-18, puis c'est le 39-45. Celle de 45 a eu un prolongement inattendu au Moyen-Orient, parce qu'à cause de la Shoah et de la manière dont les Allemands ont traité les Juifs, les Nations Unies n'ont pas osé faire appliquer par Israël les résolutions de retrait des territoires occupés, ce qui était la cause d'une nouvelle guerre, celle de 73, la guerre du Kippour, et ensuite, à partir de 80-82, de l'intifada. L'Allemagne est indirectement responsable de ces guerres. Enfin, à peine réunifiée, en 91, elle a disloqué la Yougoslavie, elle a mis à feu les Balkans, et à sang les Balkans. Donc, nous, en Europe, nous sommes le siège d'une guerre constante. L'Amérique, jusqu'en 14-18, si vous voulez, avait été tenue à l'écart des troubles européens, et d'où un sentiment d'isolationnisme très fort. À partir de la conférence de la paix de 1919, elle est entrée dans le monde occidental et en Europe, et peu à peu, elle a adopté au fond nos mœurs, si je puis dire,
Et récemment, elle aussi est en train de détruire, non pas l'Europe, mais l'Occident, par ces guerres. Et vous vous félicitez aujourd'hui de voir les États-Unis s'engager dans le processus de paix au Proche-Orient et de tenter de faire bouger les lignes? Ah, je m'en félicite beaucoup, même si je ne suis pas très optimiste. Mais cette situation au Moyen-Orient est à proprement parler intolérable. Et je reconnais que les États-Unis ont une vocation particulière, compte tenu notamment de leurs relations avec Israël et de leurs moyens, à apporter une contribution déterminante dans l'évolution de ce conflit. Mais elle ne peut pas être unique. Et je persiste à penser que l'Europe a encore beaucoup à faire dans ce domaine et s'efforce de le faire. Dans le monde aujourd'hui, y compris en Afrique, une visite récente du président Bush, ce sont les nouveaux gendarmes du monde? La notion même de gendarme du monde est une notion qui appartient au passé. C'est une erreur que de croire que le couplage des États-Unis et d'Israël est définitif. Il est apparu au moment de la guerre de 67. Effectivement, dans les dernières années, on a eu l'impression que les deux puissances étaient tellement confondues qu'il y avait des gens qui discutaient de savoir à quel point c'était une puissance qui exerçait de la force sur l'autre. Enfin, on ne savait plus très bien comment ça fonctionnait. Mais à partir du moment où les États-Unis ont déployé une armée permanente en Irak, d'installer des bases militaires gigantesques là-bas, ils n'ont plus du tout besoin d'Israël pour faire le sale travail dans la région. On peut entrer ? Entrez. Quelque chose là-haut? Il n'y a rien. Ils viennent souvent dans votre maison et vous pouvez seulement les regarder? Oui, ils viennent, ils fouillent. Ils cherchent quoi? Je sais pas. Ils ne vous disent rien? Non. À partir du moment où on utilise la guerre, on se fait des ennemis et on rejette une partie de la population du monde, encore dépourvue de moyens, faible, humble, etc. Mais au fond d'elle-même, profondément irritée, on la rejette dans un autre camp. Et on ne peut pas, dans le monde, indéfiniment, jouer sur la victoire militaire et sur la guerre. Tous les empires se sont effondrés à cause de leur guerre et des méfaits que les guerres ont suscités. Or, malheureusement pour les États-Unis, ils se sont engagés récemment dans cette voie. Et je pense que le développement pacifique par l'économie va rallier bien des voies, si bien que la planète qui était en majorité admirative des États-Unis, de leur rayonnement et de leur culture, l'est de moins en moins à cause des événements que vous savez. La manière dont a été traité l'Irak, la manière dont les prisonniers ont été traités, les violations des droits de l'homme, bref, le monde consterné constate que les peuples sont tous les mêmes et que, à un moment donné, eh bien, ils prêchent la morale, mais ils ne la respectent pas eux-mêmes, et c'est une grande désillusion. Tôt ce matin, un avion de combat américain lance plusieurs attaques sur les quartiers nord-est de Falloujah. Assiégée depuis lundi par 10 000 soldats américains, la ville sunnite ne se rend pas. Largement inférieure en nombre et en armes, 2000 à 2500 résistants ne laissent aucun répit aux assaillants. Hey, il est blessé entre les deux maisons. Je ne sais pas où est le troisième groupe. Il est parti. Dans la matinée, une partie des troupes américaines s'enfonce rapidement dans la ville. L'objectif est d'impressionner.
Mais d'autres Marines sont engagés depuis ce matin dans de redoutables combats de rue, fouillant maison après maison. On croyait que tout était OK. Il y avait des rebelles sur le toit, on est monté pour les déloger et les ramener avec l'escadron. Mais un autre gars a surgi et a essayé de me tuer. Il m'a lancé une grenade. Au hasard des rues, les Marines découvrent des cadavres. Ils affirment que les rebelles tuent ceux qui veulent s'enfuir. Dans les sous-sols d'une maison de Fallujah, les troupes américaines auraient aussi trouvé 3 otages irakiens, mains et pieds liés, mourant de faim et de soif. Je me souviens d'une discussion avec l'ancien ministre des Affaires étrangères britannique à ce sujet, Lord Owen, qui me disait, mais alors lui, c'est un atlantiste forcené, hein, et il disait, mais c'est incroyable, les États-Unis viennent de déployer, à l'époque, je crois, il y avait 180 000 hommes qui étaient déployés en Irak, c'est le début de la guerre. Ils viennent de déployer 180 000 hommes en Irak, ils sont incapables de tenir le terrain. Nous, avec quelques milliers d'hommes, nous tenions l'Empire des Indes. Bon. Et c'est une réalité extrêmement forte. L'Empire britannique s'est constitué avec très peu d'hommes et un savoir-faire extraordinaire dans le diviser pour régner. Les États-Unis apparaissent avec des gros sabots là-dedans, sont obligés de déployer des armadas incroyables, qui sont insuffisantes en plus. Ils n'arrivent pas du tout à contrôler le terrain. Bon. Croire qu'on peut mener une opération coloniale classique au XXIe siècle dans un pays qui était doté d'un État, avec un haut niveau d'éducation, etc., ça paraît impossible. Ils se sont lancés dans quelque chose qui n'a pas de solution. Bon. D'autre part, l'Empire britannique, quand il était à son déclin, avait néanmoins une production intérieure très forte. C'est pas du tout la situation économique des États-Unis. Là, on est dans s'il faut comparer à quelque chose, là, il faut plutôt comparer à la fin de l'Empire espagnol ou de l'Empire portugais, à un moment où ces empires vivaient tout à fait au-dessus de leurs moyens parce qu'ils pouvaient importer de l'or, et puis quand la source d'or s'est arrêtée, ces empires ont découvert que dans leur propre pays, il n'y avait même plus d'agriculture, qu'il n'y avait plus aucune production interne, ils se sont effondrés, ils ont même connu la famine brutalement. C'est plutôt là qu'est la comparaison. La grande idée, je crois, des États-Unis, c'est de s'assurer des approvisionnements en pétrole. Ils ont constaté qu'ils consommaient entre 18 et 20 millions de barils de pétrole par jour pour leur économie, qui est indispensable, et que leur propre production baissait tous les jours, 7-8 barils pour porter à 4 ou 5 en 2020. Et qu'il était pour eux inadmissible que l'unique superpuissance mondiale eût à dépendre ainsi du monde extérieur pour une énergie indispensable à son développement. D'où l'idée, je crois, de s'approprier l'énergie nécessaire, avec une seconde idée, essayer de détourner cette énergie de manière à ce qu'elle n'aille pas alimenter des pays qui seraient demain rivaux, qui pourraient menacer la suprématie des États-Unis, à commencer naturellement par la Chine et l'Inde. Donc les États-Unis n'ont plus de production intérieure de biens de consommation, ils n'ont qu'une production d'armement. Ils arrivent à survivre grâce à l'impression d'une monnaie de singe, le dollar, qui est découplé de l'or depuis très longtemps, et qui n'est accepté sur les places financières que parce que les États-Unis sont censés être invincibles. C'est leur puissance militaire qui donne la crédibilité de leur monnaie. Dans une telle perspective, ils sont condamnés à une fuite en avant, où ils doivent toujours montrer leur puissance militaire, faute de quoi ils seraient ruinés du jour au lendemain. Ils retrouveraient une situation comme la crise de 1929. Alors, ils se sont lancés dans une opération en Irak qui est désastreuse. Si l'opinion publique internationale se rend compte de l'échec que ça signifie, c'est-à-dire s'ils sont amenés à se retirer, il y aurait un effondrement de leur économie. Il faut donc qu'ils déplacent leur guerre ailleurs. Ils sont rentrés dans un processus de guerre itinérante. On passe de l'Afghanistan en Irak, et puis après peut-être la Syrie ou d'autres encore. Le système est ainsi conçu que désormais l'industrie d'armement et
et la gestion du pays sont totalement imbriqués. Les représentants des grandes sociétés d'armement sont présents dans la salle d'état-major maintenant du Pentagone. Et ils sont même présents dans la War Room à la Maison-Blanche, de manière extrêmement officielle. Il y a un délégué pour chacune des grandes firmes comme Lockheed Martin ou Boeing. Et lorsque, dans le dernier bombardement de l'Irak, au début de cette guerre, quand on a déterminé les cibles, l'industrie d'armement a participé à la détermination des cibles pour des raisons liées à l'économie de l'armement et absolument pas pour des raisons directement militaires sur le terrain. Une situation comme ça peut dégénérer à tout instant. Et aujourd'hui, le problème des chancelleries, c'est d'arriver à gagner du temps en espérant que les États-Unis, peut-être pas s'effondreront, parce qu'en fait, pratiquement personne ne souhaite ça, mais que les États-Unis déclineront avant d'avoir pu passer à l'acte. Donc chacun est en train de penser des systèmes d'alliance. Alors on voit la France, l'Allemagne, la Russie ont commencé à faire un triangle au départ pour s'opposer à la guerre en Irak. On voit que ce groupe s'est rapproché de la Chine de manière spectaculaire au cours des derniers mois, et que d'ailleurs la Chine a fait son entrée sur la scène internationale alors qu'elle ne jouait pas de rôle véritablement important sur la scène ni diplomatique ni économique internationale, mais là vraiment c'est une avancée gigantesque en très peu de temps. Bon. Il y a des axes nouveaux, comme par exemple le soutien apporté par la Chine à l'Iran, qui signifie l'entrée de la Chine sur l'échiquier au Proche-Orient. C'est tout à fait nouveau, ça bouleverse totalement les plans des États-Unis. Il peut se faire que dans quelque temps, on ait l'Iran qui adhère à l'Organisation de coopération de Shanghai avec la Russie et la Chine. Donc ça aussi, ça modifierait complètement les équilibres. Il y a les tentatives qui sont faites par certains États pétroliers pour se débarrasser du dollar. Donc cette question a été discutée d'abord à l'intérieur de l'organisation de la conférence islamique, puis à l'intérieur de l'OPEP. Et dans les deux cas, c'est quand même des discussions qui sont très avancées. On peut penser que dans quelques années, on va revenir au moins partiellement à l'étalon or, où on va convertir certains marchés en euros. Bon. Donc toutes ces choses-là auront des conséquences dramatiques sur l'économie des États-Unis et feront disparaître la menace qu'ils représentent. On amuse aujourd'hui les populations sur le péril islamique, comme on l'a amusé pendant longtemps sur le péril soviétique. En tout cas, compte tenu du degré de destruction des organisations que j'évoquais essentielles dans le maintien des solidarités, vous avez une situation qui est très très proche des situations qui font hurler à Berlin ou à Paris. Hein. Il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Je suis particulièrement frappée par l'instrumentalisation de la mémoire. Je considère que d'abord que c'est une insulte aux morts, et que c'est surtout une insulte à la réalité historique. On nous dit qu'on rend hommage aux exterminés. On prétend aujourd'hui conduire la guerre contre l'antisémitisme. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Il faut se dire qu'il y a toute une série de philosémites de très fraîche extraction qui ont été des antisémites acharnés, qui sont capables de retourner leur veste exactement comme ils l'ont retourné en 1939 ou 1940. Je pourrais vous faire la démonstration. Hein. J'en connais des philosémites de 1939 et même du début de 1940 qui se sont retournés. Et que, si vous voulez, les mêmes qui prétendent honorer la mémoire
conduisent contre les populations de religion islamique ou présumée une campagne qui conduit par exemple à ce qu'une jeune femme se fasse assommer parce qu'elle porte un voile, etc., sans que les journalistes bougent, alors qu'on a eu une espèce de tourmente quand une jeune femme a été présentée comme victime d'un attentat antisémite. Ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient cristallise en fait le malaise, selon moi, du droit international. Parce qu'on va y arriver. On va transcender ces frontières géographiques, ethniques, religieuses. On va y arriver parce qu'elles n'ont plus aucune raison d'être. Aujourd'hui, plus personne n'a de raison d'être juif, musulman, chrétien. Ça n'a plus de sens. Ça a servi certainement à l'époque préhistorique à constituer une sorte de plateforme de civilisation qui nous permet aujourd'hui d'envisager la lumière. La lumière, pour moi, c'est le droit international. C'est amusant aujourd'hui de voir les gens se débattre dans leur sentiment communautaire. Et Sarkozy, tous ces hommes de bonne volonté, si on veut les appeler comme ça, qui voudraient alors maintenant qu'on crée des conseils du culte musulman, le CRIF, renforcer l'esprit communautaire. Ils sont en train de remettre même en cause la loi de 1905 sur la laïcité, dont nous fêterons le centenaire cette année. On revient là, c'est l'impression effectivement d'être moi, citoyen français républicain, athée, rejeté en fait du projet de cette nouvelle république sarkozienne qui est en train de se mettre en place, avec cette volonté sectaire insupportable, quoi. Aujourd'hui, c'est amusant de voir tous ces tabous qui s'installent. On pourra bientôt plus se moquer d'Israël. Bon, ça c'est autant violer un enfant, c'est quand même beaucoup moins grave. Alors l'homosexualité qui commence à arriver, les Noirs évidemment, les Arabes, les femmes. Bientôt, il y aura des humoristes pour chaque communauté. La crise, pas seulement de la société, de la politique, nous vivons la crise des rapports entre les hommes et les femmes, des rapports entre les parents et les enfants. Et ça surtout dans ce domaine émotionnel et moral. Et il n'empêche, on a sans arrêt partout dans tous les grands médias occidentaux et de la part d'un très grand nombre des intellectuels, le discours qui ne parle que des valeurs morales, de l'humanisme, de notre obligation, notre générosité, l'obligation d'aider les autres, etc., etc. Et si vous voulez, pour vous donner un exemple, enfin, je ne sais pas si ça vous plaira parce que c'est quelque chose d'un peu, disons, provocateur. Les visages qui représentent notre grandeur morale, depuis surtout la fin de la guerre froide, il y a trois visages. Ce sont Elie Wiesel, Václav Havel et Bernard Kouchner. Ces trois hommes représentent d'une certaine manière les plus grands malheurs de la société moderne. Elie Wiesel, il représente la terrible tragédie juive. Václav Havel représente le mouvement dissident de l'Europe de l'Est, c'est-à-dire nous, les héros dissidents qui se battaient contre le stalinisme, avec l'arrière-plan de Goulag, enfin l'horreur stalinienne, etc., et la lumière des dissidents qui, au nom de la morale, principalement, c'était d'abord une révolte morale, combattaient cette horreur. Et vous avez Bernard Kouchner qui représente le malheur de la pauvreté du monde, le peuple qui souffre, le tiers-monde, etc., cette souffrance-là. Ces trois grandes expériences, ces trois, disons, immenses malheurs qui sont plus ou moins tout le temps présents dans la conscience de chaque homme dans la société dans laquelle nous vivons. Donc ces trois hommes-là, dans chaque guerre américaine, dans toutes les situations où les intérêts
occidentaux ont été mis en cause d'une certaine manière depuis la fin de la guerre froide, vous trouverez ces trois hommes qui soutiennent sans la moindre ambiguïté la politique officielle américaine ou défendent les intérêts occidentaux. Toujours avec cette rhétorique moralisatrice et en expliquant un peu, ce sont les médias qui ajoutent, s'il s'agit d'Elie Wiesel, d'une certaine manière, on dirait que les Juifs qui sont disparus dans les camps de concentration sont contents, en fait, de triomphe de l'impérialisme américain, que d'une certaine manière, leurs ombres sont défendues par les grandes puissances occidentales. Ou pour Václav Havel, on dirait que les dissidents n'ont vécu que pour voir le triomphe de l'impérialisme américain. Ou pour Bernard Kouchner, la même chose. Vous savez qu'il n'y a que de défendre les peuples, les pauvres, etc., au fait, en soutenant chaque guerre américaine menée où que ce soit, contre qui que ce soit. Quand on fait le bilan, on voit le chaos en Irak, l'ONU discréditée. On pensait qu'on irait vers un monde plus sûr. Or, on vient d'apprendre que Al-Qaïda existait toujours, des attentats au Maroc, en Arabie Saoudite. Franchement, est-ce que ça valait la peine de faire une guerre pour arriver à ce résultat-là? Ça vaut toujours la peine de se débarrasser d'un salaud, d'un assassin de son peuple. Le chaos, il existait avant. Que je sache, il n'y avait pas une invasion de l'Irak et il y avait eu les Twin Towers, il y avait eu des attentats partout et il y en aura encore. Le terrorisme de l'extrémisme musulman, pas des musulmans, est devant nous. Mais on nous avait dit, les non, on nous avait rien dit de tout ça. On avait dit on poursuit et on avait dit bravo parce que évidemment, George Bush a dit quand même, on va vers un monde plus sûr, ça y est, on a... Oui, mais il n'a pas dit en combien de temps. Qui croit que la dimension du temps... Mais l'Irak n'est à peine commencé. Les opérations de maintien ou d'imposition de la paix durent des années. Quand M. Gardner est venu nous dire qu'il resterait 3 mois, ça faisait tristement rire. C'est pas ça du tout. Ils disent on peut imposer la démocratie par la force. Nous, Américains, pouvons seuls décider du bien et du mal sur cette planète. C'est un langage que je déteste. Mais seules les victimes peuvent en juger. Seuls les Irakiens pouvaient dire non, ces Américains-là, nous n'en voulons pas. Et personne ne l'a dit, au contraire. Je suis allé, et vous aussi, voir les chiites, voir les Kurdes, c'est-à-dire 80% du pays ou 85%, moins de 2 mois avant la guerre. Ils voulaient cette guerre car ils la vivaient d'avance comme une libération. On voit effectivement cette arrogance des puissants aujourd'hui qui est de plus en plus... Ils n'ont même plus besoin de se cacher. Je prends mon exemple. Bon, j'ai vécu un petit lynchage médiatique de la part d'un Bernard-Henri Lévy, par exemple, qui appelle au boycott de mon spectacle. C'est un philosophe milliardaire dont la famille a fait fortune dans le bois précieux africain et qui voudrait me donner à moi des leçons de morale en m'expliquant ce qui est bien et ce qui est mal. Moi, je ne prétends pas incarner la raison, mais qu'un philosophe milliardaire qui gère une fortune colossale et qui a participé au dépouillement et à la déforestation d'une zone particulièrement sensible en Afrique, chemise ouverte sur poil, nous explique où se racent le bien et le mal. On est dans une société où je pense que c'est peut-être par l'humour, moi c'est ma conviction, c'est simplement en montrant qui sont les véritables clowns. Parce que quand on regarde réellement les choses, cette façon de mentir, cette arrogance, c'est extrêmement amusant. C'est extrêmement drôle de voir à quel point l'homme, la conscience humaine, peut se ridiculiser face à ce qui est la vérité. C'est étonnant. Cet homme est un clown des temps modernes, mais effectivement, on a l'impression, parce qu'il profite, parce qu'il a beaucoup d'argent, il a des milliards que je n'ai pas. Mais les milliards, ça n'est pas la raison. Les milliards, c'est une utopie, c'est un rêve fou vers lequel il court et qui les conduira de toute façon, on le sait tous, droit dans le mur. On ne peut plus accepter la vérité sur nous-mêmes. On ne peut pas se dire aujourd'hui, par exemple, que nous, notre société, l'Occident, est en train de recoloniser le monde. Parce que nous nous souvenons ce qui était la colonisation jusqu'à pratiquement aujourd'hui, jusqu'à hier, jusqu'aux années 50. Alors, tout simplement, ce n'est pas vrai qu'on est en train de faire la même chose. Donc, je veux dire, et ça s'est fait pourtant, c'est ce qui est en train de se faire. Il faut vraiment faire un effort pour fermer les yeux et ne pas voir que c'est en train de se faire. Et en même temps, c'est vraiment insupportable.
Et alors les gens, lorsque alors apparaissent les propagandistes officiels, leur disent non, nous sommes une société morale, inoffensive, qui ne fait rien, qui n'a aucune politique étrangère. Il n'y a pas d'impérialisme américain, il n'y a pas de projet de l'Empire, encore que ça peut être trouvé dans toutes les analyses officielles et publiques, partout. Il n'empêche, on préfère le mensonge. Là, c'est évidemment la clé de notre faiblesse. Hein. Et c'est peut-être ce qui nous condamne, pas seulement politiquement, mais nous condamne dans notre rapport à la vie. Parce qu'il y a la règle d'essayer d'accepter la réalité. On peut être mauvais parce que les hommes sont mauvais peut-être toujours, ou ils sont mauvais et bons, etc. Et bien, donc on est obligé d'accepter les mauvaises expériences, mais on n'est pas obligé d'accepter les mensonges. D'une certaine manière, il est fort probable que c'est ça le critère, et dans la vie des individus et dans la vie des sociétés, le critère de la grandeur de la société et de la vie individuelle. Dans la mesure où on est capable d'accepter la vie, dans cette mesure on a vécu. Dans la mesure où on choisit d'être drogué tout le temps et de fermer les yeux sur la réalité, peut-être c'est agréable, mais on n'a pas vécu. Vous savez, on peut regarder pays par pays les conflits qui opposent les uns aux autres. Mais quand vous regardez ce seul élément sur lequel on n'insiste pas assez, c'est-à-dire le degré de dégradation des populations auxquelles on est parvenu, la liquidation d'énormément de solidarités, la destruction d'une partie importante de la classe ouvrière et de ses organisations, qui étaient des organisations de solidarité. Je vous donne un exemple. Sur les années 30, dans les années 30, la solidarité était extrêmement difficile, mais vous aviez un pan minoritaire mais important des organisations de la classe ouvrière qui ont œuvré à la solidarité des ouvriers étrangers avec les ouvriers français. C'était très dur, c'était minoritaire, mais ça existait. Je ne mettrai pas sur le même plan la conjoncture syndicale actuelle, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de combat sur ce terrain, ou très peu de combat sur ce terrain. En tout cas que c'est un terrain qui a été largement déserté. Eh bien, quand vous comparez le degré, ce que j'appelle le degré de dégradation des populations, c'est-à-dire les haines qui peuvent se déclencher, les attentats racistes, le mépris à l'égard du ressortissant d'une autre nationalité, vous vous dites qu'il y a une donnée qui est au moins aussi au point qu'entre 1914 et qu'avant 1914 ou avant 1939, c'est-à-dire la disposition des populations à guerroyer. Le 11 septembre, au soir, le président des États-Unis a pris la parole à la télévision en direct. Quand il a terminé son entretien, à la minute même, le Washington Post a affiché sur son site internet un texte qui était déjà prêt de Henry Kissinger, dans lequel il explique le but de la guerre au terrorisme, où il dit, voilà, on n'en a rien à faire de savoir qui a fait ces attentats. Par contre, nous allons utiliser ces attentats pour détruire tous ceux qui, dans le monde, s'opposent à notre hégémonie. Et la guerre au terrorisme, c'est une guerre contre toutes les puissances non étatiques qui s'opposent à cette hégémonie. Il l'a écrit noir sur blanc. C'est la guerre contre les résistances populaires. Voilà. Pas le peuple anglais, c'est les résistances populaires. Donc il donne déjà une liste de cibles sur tous les continents. Et dès le début, le président Bush a autorisé les assassinats directs. Alors vous savez que c'était interdit depuis Carter. Et ils ont commencé immédiatement à assassiner des dirigeants d'organisations écologistes ici, enfin pour le cas par exemple en
en Océanie ou en Amérique latine, ou des gens qui s'opposaient à des implantations économiques des États-Unis à différents endroits. Des responsables politiques, de manière très variée, tous ceux qui, dans les opinions publiques de leur propre pays, pouvaient avoir un effet de résistance. Alors dans le tiers-monde, l'assassinat de ces dirigeants passe totalement inaperçu, personne ne s'y intéresse, sauf quand ce sont des assassinats qui se veulent spectaculaires, parce qu'il y a un message à passer. Par exemple, quand les États-Unis viennent d'assassiner le procureur général du Venezuela, Danilo Anderson. Donc là, ils font exploser sa voiture parce qu'ils menaient une enquête précise sur la manière dont la tentative de coup d'État avait été faite en 2002. Mais le reste du temps, on essaye d'être plus discret quand on fait ça. Le peuple est là pour le défendre. Chavez, le peuple est avec toi. Ça, c'est le vrai Venezuela. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils montrent ici à la télévision. Ils n'arrêtent pas de mentir. Ce sont des menteurs à la télévision. Nous, on est des partisans de Chavez. Eux, ils possèdent les médias, mais nous, on a la rue. Ils veulent provoquer l'affrontement. Vous vous rendez compte? Ils nous traitent d'assassins, de crève-la-faim et de hordes misérables. Et ce, à l'intérieur même de nos maisons avec leurs chaînes de télé. Nous, on a décidé d'éteindre leur télévision et on n'achète plus leurs journaux. On en a marre que le peuple se fasse insulter. Alors, s'il vous plaît, messieurs, changez d'attitude. Parce que si vous continuez d'offenser le peuple de cette manière, tôt ou tard, il va vous présenter la facture. El pueblo de los barrios, de la gente que vive en, digamos, los sectores populares. Les gens du peuple, ceux qui vivent dans les quartiers populaires du Venezuela, ont bien conscience que l'impérialisme veut leur enlever leurs droits élémentaires, qu'il veut rentabiliser et privatiser des services publics, comme c'est le cas pour l'éducation ou pour l'eau. Les gens d'ici ne vont pas permettre que le gouvernement privatise, comme d'autres pays le font. On est en train de s'unir avec d'autres peuples pour éviter cette politique de privatisation. Nous pouvons voir qu'il y a de bonnes choses dans les luttes passées, mais aussi des choses sans avenir. Les premières, il faut les réformer, les réoxygéner. Et les autres, il faut les éliminer, les écarter, car ce sont elles qui ont provoqué l'affaiblissement de nos luttes.
Les impérialistes ont profité de ces failles pour essayer de désintégrer le mouvement social, y compris en pratiquant l'assassinat. On voit qu'ils utilisent fréquemment le terrorisme et l'oppression afin d'éliminer les gens qui luttent pour que l'impérialisme n'accomplisse pas ses objectifs dans les pays les plus pauvres et pour que nous puissions revendiquer des droits sociaux comme l'éducation. Aquí los he reunido para que juntos pensemos cómo vamos a participar al paro decretado por la oposición. No podemos dejar de participar a la hora en que Chávez quiere transformar a Venezuela en una dictadura comunista como Cuba. Además, debemos enviar un mensaje bien claro a la gente de esta comunidad que se atreve a criticar mi forma de gerenciar esta escuela. Vamos a cerrar la escuela mientras siga el paro indefinido. ¿Y los niños? ¿Qué van a hacer los niños? Bueno, que se queden en la calle hasta que la gente se moleste y por fin se una para sacar a Chávez. Le 2 décembre, la directrice de cette école, Olga de Bastardo, avait décidé de fermer notre école. Mais nous, on est venus plusieurs fois. Pas moyen d'entrer. Alors nous et nos parents et nos voisins, on a décidé d'ouvrir l'école. En janvier, elle aurait dû commencer, on aurait dû être en classe, mais pas moyen. Même si certains professeurs et si certains élèves et si certains voisins s'étaient déjà rapprochés et avaient dit leurs préoccupations, finalement on a décidé de faire une réunion dans la chapelle et on a décidé de protester, de fermer la rue qui mène à l'hôpital et c'est comme ça que tout a commencé. Le concierge a décidé d'ouvrir les portes de l'école. Et maintenant, c'est notre école et c'est notre histoire. Il n'y a pas un gouvernement qu'on pourra influencer. Alors par les décisions sont prises bien sûr, pas par nos gouvernements souverains, mais par des forces impersonnelles, des pouvoirs impersonnels, qui sait où, et par les fluxus du capital. Et alors, ça explique aussi en partie ces explosions de fierté nationaliste, de chauvinisme qui reflètent une impuissance et une humiliation, parce que le pouvoir étatique, populaire, social, etc., sont perdus, sont cédés aux centres qui sont même invisibles. Vous savez, la différence très importante entre colonialisation et globalisation, c'est que les pouvoirs coloniaux avant, quand même, ont bâti quelques boulevards, quelques offices postaux, quelques casernes, quelques gares ferroviaires, etc. Mais bien sûr, comme le pouvoir du capital global, c'est impersonnel, il n'y a pas une intervention culturelle, une intervention civilisatrice, ça n'existe plus. Et alors il n'y a pas un contact direct entre les pouvoirs extérieurs et les populations indigènes. C'est impersonnel. On ne voit pas qui sont les colons d'aujourd'hui. Personne. Et alors de s'organiser contre ces pouvoirs nouveaux a une difficulté, même conceptuelle, même intellectuelle, qui est de difficulté vraiment, vraiment géante. Alors c'est une des raisons pourquoi les nouveaux mouvements sociaux, les mouvements de Seattle, etc., sont d'un caractère tellement tentatif, tellement expérimental, qui commencent à penser à la résistance. Les manifestations, un rituel à la fin de chaque rencontre altermondialiste. Mais cette fois, il manque un objectif mobilisateur unique. Certes, le retrait des troupes américaines fait l'unanimité, mais pour le reste, chaque groupe défend ses propres revendications. On est là contre la guerre qui encore sévit partout. On est là pour demander la retraite des troupes de l'Irak. Et pas seulement, on est là pour une Europe sociale, une Europe de droits sociaux. On est là pour le travail pour tout le monde, contre la précarité, contre le chômage. Si rien ne vient des hommes politiques, il faut descendre dans la rue et s'exprimer en marchant pour avoir enfin une Europe plus juste pour tous les travailleurs et pas seulement pour les multinationales. Il y a clairement beaucoup de gens qui veulent autre chose, mais ils ne se rallient pas spécialement sous la même bannière et tout ça, mais
mais clairement, il y a quelque chose de fort qui ressort, c'est qu'il y a un ras-le-bol général du capitalisme sauvage, comme il est mené maintenant. Certains militants du FSE ont regretté l'absence de mot d'ordre unitaire. Faute de perspectives politiques, ils craignent un essoufflement du mouvement. Sí vemos que hay movimientos que muestran esa, digamos, esa actitud de muy debilidad porque no enfrentan realmente. Ces mouvements montrent de la faiblesse parce qu'ils ne se positionnent pas de manière forte ou décidée. Ils ne maintiennent pas de position ferme. Parfois, ils vont jusqu'à négocier. Ils posent des revendications et ensuite ils font marche arrière. À mon sens, c'est une grave erreur. Si on veut tenir une position, il faut que celle-ci soit bien analysée. Elle doit générer une réflexion forte sur des bases solides. Elle doit s'intégrer complètement dans le mouvement, faute de quoi on risque de voir apparaître des mots d'ordre vides. Et quand on recherche un soutien populaire, on se rend compte qu'on ne l'a pas parce que ce n'est pas ce que les populations voulaient. De même, les décisions politiques prises devraient refléter la volonté de la population. Si celle-ci n'est pas d'accord avec telle ou telle chose, plus de dirigeants devraient la suivre. Par exemple, la guerre. Nous ne voulons pas de guerre, mais il y en a une. Alors notre choix était pris en considération? Non. Seuls les intérêts économiques et politiques sont pris en compte. Si la population n'est pas d'accord avec ses dirigeants politiques qui la méprisent, alors il faut qu'elle comprenne que son action non violente doit être beaucoup plus forte. Par exemple, on va au Parlement et on dit « on ne veut pas de cette politique ». Nosotros aquí en el Parlamento decimos que esto no se debe hacer. Un autre avant-guerre, celui d'avant 1914, nous conduit à peu près dans la même configuration qu'aujourd'hui. Des organisations ouvrières combatives de fait détruites, je dis bien combatives, hein. Un ralliement à l'union sacrée à peu près total, c'est-à-dire une infestation aussi parfaite qu'aujourd'hui avec aussi peu de moyens de résister. De ce point de vue, nous sommes plus proches de 1914 que nous ne sommes de 1939. Il n'empêche qu'en 1939, ça a fonctionné à peu près comme en 1914, c'est-à-dire que Daladier s'est fait accueillir au Bourget en étant persuadé au retour de la signature de l'accord de Munich, persuadé qu'il allait se faire écharper, s'est fait accueillir par une foule en délire qu'on avait quand même aidé à réunir, hein. Parce que là aussi, les archives, ça permet de reconstituer la manière dont les opérations spontanées se font, hein. C'était aussi spontané, ou presque aussi spontané, que les masses accueillant le Shah réintronisé par les Américains en 1953. Il n'empêche que Daladier a eu cette formule fameuse « les cons dans un an, ils auront la guerre ». La population avait été, dans sa très large majorité, littéralement accablée par le degré de pourriture des campagnes idéologiques. La chose cruciale, il me semble, hein, qui manque dans l'action de ces contestataires modernes, c'est quelque chose sur quoi il est bien sûr difficile de parler, très, très sensible, c'est la manière dont, à cause de l'expérience communiste, des deux guerres mondiales, etc., de ce malheur du XXe siècle, et aussi à cause de l'efficacité de la propagande libérale, disons, la manière dont a été exclue la violence comme un comportement finalement légitime dans la société, lorsqu'on veut se battre pour des choses auxquelles on croit. Et voilà ce que je veux dire. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de la violence. Je suis un homme non violent et je pense qu'en soi, la violence est toujours mauvaise. Et ça, c'est une chose que je pense, dans l'absolu, je déteste la violence et je pense que c'est toujours mauvais. Mais il n'empêche, comme on le sait dans l'histoire,
et dans la vie de chaque individu. Il y a des situations où la violence s'impose, où il n'y a rien d'autre à faire. Je veux dire, ça c'est la tragédie de la condition humaine. On sait que c'est terrible et on sait qu'on doit y aller et passer par la violence et essayer de le transformer en quelque chose de mieux. On doit, comme dans les rapports entre des hommes, on doit dire si vous n'acceptez pas nos propositions, si vous n'acceptez pas discuter avec nous, si vous n'acceptez pas certains changements dans la société, parce que nous considérons certaines choses comme absolument inacceptables. Nous ne voulons pas, par exemple, la guerre impériale, nous ne voulons pas un nouveau impérialisme, un nouvel impérialisme ni en Afrique, ni en Asie, ni où que ce soit ailleurs. Nous ne voulons plus être des sociétés impériales. Fini. Ne nous jetez pas dans la guerre. Et si, en même temps, vous vous trouvez face aux dirigeants qui ignorent ça, vous devez pouvoir les menacer par la violence. Sinon, votre comportement n'a aucune chance de réussir. Pour ainsi dire, pour que les réformes soient possibles dans une société, il est indispensable qu'il existe la menace de la violence. Ma responsabilité et la responsabilité de toute ma génération est très lourde. Nous avons abandonné le contenu démocratique de notre résistance contre le système bolchevique. Alors, démocrate, on est devenu libéral, dans le sens où, bien sûr, on a protégé, on a défendu et on défend toujours les droits individuels, les droits de l'homme dans leur interprétation très étroite des droits personnels et individuels. Mais le principe de la participation, de la démocratie comme pouvoir pour les citoyens, cette idée a été abandonnée à l'avantage d'un élitisme politique, parlementaire, économique, en la faveur d'une coopération internationale entre les élites économiques et politiques, qui purement et simplement a fait une prestidigitation très intéressante. Alors le pouvoir populaire a disparu immédiatement après les changements de 89. Cette crise-là est de nouveau dans les racines de la société moderne, dans le capitalisme. À partir du moment où nous avons constaté que nous vivons dans la société du marché, où les plus forts gagnent, que ces illusions métaphysiques, religieuses, morales, etc., c'est quelque chose qui empêche notre développement. Dans les pensées les plus profondes sur le capitalisme, il a été dit, et ça c'est quelque chose de très profond, diabolique mais profond, que la société avance par les vices. Le progrès se fait grâce aux vices, pas grâce aux vertus. Les vertus empêchent le progrès, c'est-à-dire le progrès de la société du marché. Pour dire avec un exemple très simple, si vous avez un enfant et si vous voulez le préparer pour qu'il réussisse dans la société du marché, il ne faut pas que vous lui appreniez à être honnête, à tenir sa parole, à être sensible, à être touché par les malheurs des gens, parce que ça va le détruire. Je crois qu'une coopération des peuples, des individus et des citoyens devrait être différente. Et je crois aussi qu'une résistance contre la globalisation capitaliste, par nécessité, sera internationaliste. Bien sûr, je sais ça. Mais comme un programme minimal, je crois, pour une mobilisation démocratique de toutes les forces qui, quand même, ont un intérêt pour l'amélioration de la situation sociale des larges couches populaires, comme un programme minimal, c'est acceptable pour moi.
Et alors, si vraiment il y aura une possibilité d'exprimer notre volonté politique, alors un débat pourra avoir lieu. Mais maintenant, la destruction de la politique, de toutes sortes de politiques, est telle qu'il faut quand même reconstruire des cadres minimaux pour un commencement de dialogue démocratique. Et alors, si ce dialogue est possible, alors on pourra décider qu'est-ce qu'on fera avec ces cadres même. Mais qu'est-ce qu'on voit maintenant? Ce n'est pas une destruction créatrice des États-nations, mais c'est une décadence, c'est une déchéance, c'est une décadence vraiment du cadre politique comme tel. Et justement, la clé du problème serait, je ne sais pas s'ils l'ont compris, serait de redonner à l'État, émanation de la représentation populaire, son rôle protecteur de la population. Il y a, à mon avis, antinomie en Europe entre la construction européenne et les abandons de souveraineté qu'elle implique et la nécessité pour l'État de jouer un rôle vis-à-vis de sa propre population. Il n'en a plus les moyens. Il est paralysé, vous le savez bien. Il est obligé de se tourner vers Bruxelles pour savoir quoi faire. Et au fur et à mesure que l'État, ainsi acculé, vend le domaine national et se prive de ressources, il est de moins en moins capable de jouer ce rôle protecteur. On ne peut pas à la fois vouloir moins d'État et moins de rôle de l'État et lui demander davantage de ressources, ce que nous faisons. Nous sommes en complète contradiction avec nous-mêmes. Et je pense que les altermondistes appartiennent à la frange mondiale qui proteste contre cette situation, mais qui n'est pas allé au bout de son raisonnement, qui consiste à redonner à la représentation populaire un rôle qu'elle a perdu. Tout ça a été déjà théorisé il y a fort longtemps par Samuel Huntington dans un livre qu'il a publié en 1957, L'État et le soldat. Il en arrive à la conclusion suivante. Le pouvoir politique devrait être remis aux gens qui ont fait la preuve de leur efficacité. Et les seuls à avoir fait la preuve de leur efficacité sont les dirigeants des multinationales, parce qu'ils ont réussi à dégager une richesse économique au moins pour eux. Donc, c'est à eux qu'on doit remettre ce pouvoir politique. Mais en même temps, les masses sont difficiles à manœuvrer, et il faut quand même maintenir, dit-il, une apparence d'organisation politique où les gens désignent un peu ce qu'ils veulent, et puis on met ça à leur sauce. Puis, explique-t-il, il y a un problème, c'est que le libre marché ne résout pas toutes les questions qui se posent. Il faut donc constater que, notamment en matière de défense, le libre marché est tout à fait inefficace. Il va donc falloir concevoir un système de défense de ce pouvoir des multinationales. Et ce sera le rôle de garde prétorienne qui est assigné à l'armée des États-Unis, dit-il. Et puis, tout ça ne suffira pas, il faut donner une cohérence idéologique à cet ensemble, et il faudra donc un système de communication moderne, on dirait de propagande, un système de communication moderne qui va faire que les gens acceptent le système dans lequel ils vivent. C'est exactement ce que ces gens sont en train de mettre en place, en fait. Le blues est né dans les champs de coton. Les gens ont créé, ont fabriqué un style. Plutôt que de pleurer, ils sont mis à chanter. Et ça a donné quelque chose de très fort. Donc, ayons confiance en l'espèce humaine et en notre capacité d'adaptation aux situations les plus terribles. Regardez, le rire, c'est propre à l'homme, par exemple. Les autres mammifères ne rient pas. Quoique, il y a le couinement du dauphin, apparemment, qui pourrait parfois être associé et les corbeaux qui compteraient jusqu'à 14, m'a-t-on dit.
Ouais, mais comme quoi, je veux dire, on n'est pas les seuls non plus. Donc attention, il y a la compétition. Si on continue à jouer au con, on risque de se faire doubler. Le corbeau compte jusqu'à 14. Que les choses soient... Et les dauphins se marrent. Aquella hora que yo te besaba la boca, aquella hora ya pasó, pero quedó al corazón, aquella hora ya